Ah, excusez-moi, on a été coupé la caméra. Je pense que j'ai dû toucher la caméra et ça a dû arrêter la vidéo. Bon, alors désolé, on reprend. On est arrêté ici. Donc moi j'ai avancé un tout petit peu, sans vous, je pense. Je pense qu'on s'est arrêté là, la baisse d'altitude. H1 moins H0 négatif. Ce qu'il faut, c'est faire apparaître cette différence et qu'on puisse calculer cette différence. Donc ce que je fais, c'est isoler H1. D'accord. Pour isoler H1, je fais passer ça à droite. Je prends un j'élève au carré et je retranche RT. Et je développe A moins B carré moins RT. A carré. RT plus H0, racine de tout au carré. Ça fait ça. Plus B carré. Tout ça au carré. D'accord. Moins 2AB. Moins 2AB, ça fait tout ça. Moins RT. Je simplifie par le rayon de la Terre. À gauche, ici, à droite, pardon, une fois, deux fois. J'isole, là, vous voyez, je peux isoler très facilement. H1 moins H0. Là, très facilement, il apparaît différence H1 moins 0, delta H, la variation d'altitude. H1 moins H0, d'accord. Ça me donne cette différence. Alpha carré, GMT, T1 carré. Ça, je reprends l'expression de alpha. Pour effectuer l'application numérique, je reprends l'expression de la valeur de alpha que la question précédente, hein, sinon je suis bloqué. Je connais G, je connais masse de la Terre. T1, c'est 10 ans, pareil. Alpha est connu, T1 est connu, G, MT est connu, RT. H0, c'est 800 km. Je n'ai pas noté tout à l'heure, mais c'est vrai que H0, ici, l'altitude initiale, pardon, on est à 800 km. Là, on la donne. On donne sinon, pareil, on est bloqué pour l'application numérique. Donc là, l'application numérique, ici, voilà, directement, justement, là, comme j'étais coupé, je l'ai fait ici devant vous. Donc je vous la montre. Ici, hein, on est à moins 49 765 mètres, donc moins 49 700, environ 766 mètres. D'accord, donc on retrouve environ, ici, vous voyez, donc application numérique, ici, delta H, voilà, moins, ici, 49 700, j'ai dit 66 mètres, donc c'est bien négatif, et on retrouve bien environ l'ordre de grandeur que je vous donnais précédemment, hein. Vous voyez, les 50 km. D'accord. Voilà, donc là c'est un peu temps de recopie ici, puisqu'on a une coupure de caméra. Voilà. Pour cet exercice qui est quand même très intéressant dans la mesure où il reprend des notions de cours, questions de cours, et après on s'attaque ici, on s'intéresse pardon au frottement exercé par l'atmosphère sur le satellite. D'accord. Voilà pour cet exo numéro 10, un satellite soumis à des frottements. J'aimerais bien avec vous ensuite aborder l'exo 12, exo 13, d'accord. Donc exo 12, ce sont les formules de Binet, d'accord. Alors cet exo 12, en fait, c'est une vision complémentaire de ce qui était fait dans le cours. Là, il s'agit en fait de retrouver l'expression de l'équation de la trajectoire en coordonnées polaires, ce qu'on appelle l'équation polaire de la trajectoire, non pas en admettant les résultats, mais en retrouvant par résolution d'une équation différentielle. D'accord. On y va, on l'aborde ensemble. Donc, c'est exo ici numéro 12 sur les formules de Binet. D'accord. Donc, exercice ici numéro 12. Voilà, sur les formules de Binet. Donc une approche complémentaire du cours, mais quand même plus calculatoire. D'accord. Donc une autre vision des choses ici. Alors, là, on place le contexte. Quel est ce contexte? Toujours le même. On a un référentiel R supposé galiléen. Vous voyez, un objet opéré par ses coordonnées sphériques, soumis à une force centrale, F de R selon R. Et là, on effectue un champ de variable. Voyez, U égale 1 sur R. Voilà, la base pour obtenir ces formules de Binet, c'est effectuer un champ de variable. U égale 1 sur R, montrer que la vitesse accélération s'écrit sous cette forme-là, appelée formule de Binet. Et une fois que vous avez l'accélération, on va poser le PFD avec une force centrale ici en K sur R carré, un champ newtonien, pour résoudre cette équation différentielle et obtenir l'équation polaire de la trajectoire. Donc là, changement de variable imposé, U égale 1 sur R. Alors oui, ils disent coordonnées sphériques, mais là forcément, force centrale, cette forme-là, ici, est-ce qu'on dit quelque part? Non, de toute façon, dans tous les cas, ici, force centrale, vous implique forcément conservation du moment cinétique, le mouvement est plan. Le mouvement est plan, donc forcément basculer en coordonnées polaires. D'accord. Voilà. Donc, allez, on y va. On attaque cet exo. Alors, pareil, peut-être petit préliminaire avant de ici aborder les calculs. Quand on évalue, je rappelle, le théorème du moment cinétique évalué ici au centre de force, ici O, d'accord, nous amène
à la conservation, pareil, hein, du moment cinétique, du point mobile dans le référentiel R. Voilà. Ici, donc, on a une constante vectorielle. Et une des conséquences, enfin, il y a deux conséquences, en fait, qu'on aura besoin dans ce problème. Donc, première conséquence, voilà, je vais le noter ici. Voilà, première conséquence, mouvement plan. Le mouvement est plan. Et là, voilà, donc, repérage polaire, ici, du point M. Et mouvement plan qui obéit à la constante, ici, des airs. On la rappelle également. Donc ça c'est lié à la conservation de la direction du vecteur moment cinétique, ça la constante des airs et à la conservation de la norme du moment cinétique. Donc la constante des airs c'est égale r carré θ point à tout instant. D'accord? Ça, voilà, on le garde sous la main. Alors ensuite, on vous impose un changement de variable. Un changement de variable ici, quel est-il ce genre de variable? Ce genre de variable c'est u égale 1 sur r. Ok. U égale 1 sur R. Bon. Bah, mis comme ça, c'est pas évident. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que R, oui, R dépend du temps. Mais d'accord, R dépend du temps. U, ici, U également, d'accord, dépend de R. Mais R va dépendre de θ. Et θ dépend du temps. Pardon. C'est-à-dire que finalement, on aura U dépend de θ, qui lui-même dépend du temps. Je répète, U dépend de R, R dépend du temps, c'est sûr. Mais là, constante des R, vous voyez que R dépend de θ point, c'est-à-dire que R, en fait, va également dépendre de θ, qui θ dépend du temps. C'est-à-dire que U dépend de θ, qui lui-même dépend du temps. D'accord? Il y a 1 sur R. Et R, bien sûr, dépend du temps. Voilà. Alors ça me permet de composer dérivées. C'est-à-dire que là, j'explicite la dépendance de chaque grandeur. U dépend de θ, θ dépend du temps, pour composer les dérivées. En effet, dans la base polaire, en effet, on aura le vecteur Poisson, je rajoute un OM égale RER. Vous vous rappelez de ça? Dépendance temporelle. Voilà. D'où l'expression du vecteur vitesse instantanée. Ben, je dois dériver le vecteur position par rapport au temps dans la base d'études. Donc je dois dériver par rapport au temps ce vecteur position là, en effectuant ce changement de variable, U égale 1 sur R. Sauf que finalement, quand je fais ça, OM vaut RER. Mais R, c'est 1 sur U. C'est-à-dire que OM, c'est 1 sur U, ER. Voilà. Donc en fait, dérivé par rapport au temps le vecteur position, ça revient dérivé par rapport au temps, 1 sur U, ER. D'accord? Puisque U égale 1 sur R, donc 1 sur R égale à U. Bon. Alors, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? Bah là, il faut voir ça comme un produit de termes. Donc je vais dériver par rapport au temps, ici, à 1 sur U, ER, plus 1 sur U, de R sur dt. D'accord? Je dérive un produit. Bon. Ici, petite ligne de passage pour exprimer les calculs, pour aider les calculs qui vont suivre. Le plus simple, voilà, c'est d'expliciter la dérivée temporelle de R. Ça, c'est facile. Dérivée temporelle de R, ça vous connaissez ça, c'est θ point ou θ. Pareil, ça c'est lié au fait que dvr sur dt, c'est dvr sur dθ. Dθ, je voulais le faire avant, tant pis, dθ. Donc dvr sur dθ fois dθ sur dt. Bon. Ensuite, il faut dériver par rapport au temps à 1 sur U. Alors, dériver par rapport au temps à 1 sur U. Ben, ça, je ne sais pas le faire directement. Je vais passer par la... Ici, dérivée de fonction composée. Par contre, le 1 sur U, je sais le dériver par rapport à U. 1 sur U, je sais le dériver par rapport à U. Donc, en fait, dériver par rapport au temps, ça revient d'abord à dériver par rapport à U. 1 sur U. Ça va? Par contre, forcément, si je fais ça, je dois dériver par rapport... Ici, je dois dériver U. En fait, je dois revenir à d sur dt. Donc dérivé par rapport au temps, c'est dérivé par rapport à U, 1 sur U. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, U dépend de θ. Donc en fait, je dois dériver U par rapport à θ. Θ dépend du temps, donc U dépend de θ.
Donc je dérive u par rapport à θ. Et ensuite, je dois dériver θ par rapport au temps. Pourquoi? Quand je fais ça, regardez, au niveau des dérivés, tac, 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 on trouve bien d sur dt. Quand je compose mes dérivés, d'accord, du, du, dθ, dθ, il me reste d sur dt. Bon, ça, vous savez faire. Dérivé par rapport à u à 1 sur u, c'est moins 1 sur u carré. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester 1 du sur dθ, θ point. D'accord? Voilà. Alors ça me permet de réécrire, finalement, l'expression du vecteur vitesse instantanée, qui vaut quoi finalement? Qui vaut ici, moins 1 sur u carré, du sur dθ, θ point, alors ça c'est composante radiale selon ER, plus 1 sur u, θ point, θ. Voilà. Bon. On n'y est pas encore. Ce qu'il faut maintenant, vous voyez, il y a un θ point qui apparaît. Un θ point qui n'apparaît pas d'ailleurs dans l'expression donnée dans l'énoncé. Donc ça, il faut exprimer ce θ point. On y est presque. Hein. Ça ressemble à ce qu'on donne dans l'énoncé. Sauf qu'il faut quand même préciser autre chose. C'est cette constante des R que j'ai rappelée. C égale R carré θ point. En effet, j'ai dit que C, le produit R carré θ point est constant en tout instant. Ouais. Ça, c'est dire également que finalement, que θ point, c'est la constante des RC sur R carré. Or, 1 sur R carré, c'est U carré. Donc θ point égale CU carré. Voilà, donc avec cette réécriture-là, θ point, je remplace θ point par CU carré. Donc ici, on aura CU carré sur U carré, les U carré simplifient, et CU carré sur U, on aura du CU. Voilà. D'où, finalement, l'expression de V, de M dans R. Donc je remplace θ point par CU carré, donc on aura moins CU carré sur U carré, ça fait moins C. Ouais. Moins C du sur dθ, dérivé de U par rapport à θ. θ point, ici, θ point, pardon. θ point, je l'ai mis. Je vais remplacer d'ailleurs θ point par CU carré, pardon. Donc, ici, ER. Voilà. Et ensuite, il me reste quoi? CU carré sur U, ça fait CU, plus CU, Eθ. Et c'est l'expression qu'on me demande de retrouver. D'accord? Voilà. Donc faites attention, changement de variable. U dépend de θ, qui lui-même dépend du temps. Ça permet de composer les dérivés ici. Le point technique, il est ici. Dérivé par rapport au temps à 1 sur U. Dérivé par rapport à U. Puis dérivé U par rapport à θ. Puis θ par rapport au temps. Et ensuite, voilà, s'affranchir, se débarrasser du θ point via la constante des R. θ point, le CU carré, je remplace. Et voici ce qu'on demande dans l'énoncé. D'accord, ce qu'on appelle la première formule de Binet, formule de la vitesse. On en déduit ensuite l'accélération. D'accord, donc par suite, on continue le calcul. Hein. Voilà, on y va, calcul de dérivée. D'accord, c'est des petits calculs techniques, voilà, qu'il faut savoir faire aussi. Donc par suite, on y va. Donc l'accélération du point M dans R, je vais dériver le vecteur vitesse par rapport au temps. Voilà. On y va. Donc je dérive ça par rapport au temps. Alors C étant une constante, d'accord, multiplicative ici près. Donc on aura moins C. Je dois dériver par rapport au temps 1 du sur dθ. Premier terme que je dérive. Pour ça comme un produit. Moins C du sur dθ. Là, j'oublie pas de dériver vers par rapport au temps. Voilà. Ensuite, là, c'est en constante multiplicative. Je dérive U par rapport au temps, puis ensuite je dérive θ par rapport au temps. Donc ça, c'est pareil, dérivé d'un produit. Donc plus C du sur dt, d'accord, Eθ, plus Cu, dérivé de Eθ par rapport au temps. Plus Cu, dérivé de Eθ par rapport au temps. Voilà, j'oublie 1, 2, 3, 4, aucun terme. Bon, pareil, là, vous voyez, je dois dériver. Alors ici, point technique, je dérive par rapport au temps du sur dθ. Bon, sauf que là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux composer avec la dérivée par rapport à θ. En effet, dérivée par rapport au temps, ça revient à dériver ici par rapport à θ. Dérivé par rapport à θ, ce terme-là, qui est la dérivée de U par rapport à θ. Là, j'aurai la dérivée seconde de U par rapport à θ. Par contre, si je fais ça, je n'oublie pas de multiplier par la dérivée de θ par rapport au temps.
Donc là, ça permet finalement, par composition des dérivés, de retrouver la dérivée temporelle de ce terme-là. D'accord. Je n'oublie pas le vecteur unitaire ER. Ensuite, qu'est-ce que l'on a ici? Ben, ça, on aura du moins C du sur dθ. D'accord. D'accord. Dérivée ER par rapport au temps, je vous rappelle, ça c'est θ.Eθ. On l'avait noté ici, il est encore là. Ensuite, ici, CU. Voilà, du sur dt. Pareil, du sur dt, vous voyez, je dérive u par rapport au temps. Vous voyez là, je n'ai que des dérivés de u par rapport à θ. De toute façon, dans l'énoncé, on me donne que des dérivés de u par rapport à θ. Bah, dériver u par rapport au temps, c'est d'abord dériver u par rapport à θ, puis dériver θ par rapport au temps. Ça va? Donc pareil, composition des dérivés, une fois, deux fois. J'oublie pas le θ. Ouais. Et après, on aura dérivé Eθ par rapport au temps. Attention ici. Ça fait, rappelez-vous, moins θ.ER. Donc là, on n'oublie pas le moins. Donc moins C U θ.ER. D'accord? Voilà. Alors, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut ici simplifier ou retrouver? Donc on aura moins C. Là, c'est la dérivée seconde de U. Je remonte un peu, pardon. Par rapport à θ. Ici. Là, j'aurai un θ.ER. Bon. Là, on aura, là, je peux rien y faire, je laisse, moins C du sur dθ. θ.Eθ. Plus C du sur dθ. θ.Eθ. Ah, j'ai le même terme. Oups, que je peux simplifier ici. Moins C U θ.ER. Et comme tout à l'heure, elle est où? Θ point égale CU carré. Donc je remplace θ point par CU carré. Donc moins C, dérivée seconde de U par rapport à θ. Θ point c'est quoi? C'est CU carré. ER. Moins CU, θ point, CU carré, ER. Bon, c'est pas mal ça. Je regarde ce qu'on me donne dans l'énoncé. Et ben, on y est. Il suffit de mettre CU carré en facteur. D'accord? Voilà. On retrouve l'expression de l'accélération avec ce chemin de variable. U égale 1 sur R. Deuxième formule de Binet. L'accélération. Alors je vais mettre moins. Ici, alors vous voyez du C carré. Hein. Pardon, j'ai dit CU carré. C'est C carré. C carré, U carré en facteur. Donc on va mettre moins C carré, U carré en facteur. Ouais, alors je l'ai ici selon ER directement, ici également selon ER. Donc je l'ai ici sous la forme de la dérivée seconde de U par rapport à θ, selon ER. Et pour avoir ici un moins, donc je vais devoir mettre un plus un U, d'accord, le tout selon ER. Accélération purement radiale. Voilà, je vérifie. Moins C carré U carré par énoncé, dérivée seconde de U par rapport à θ, plus U selon ER. Donc ça, c'est la deuxième formule de Binet, formule de l'accélération. Alors ça va nous permettre finalement, voilà, de traduire le PFD. Là, on peut en fait poser le PFD. Je l'avais dit dans le cours, soit on passe par des considérations énergétiques, à savoir, voilà, on raisonne sur l'énergie potentielle effective, d'accord, on place en droite horizontale l'énergie mécanique et on admet que la trajectoire est, voilà, une branche hyperbole, une branche de parabole, encore une ellipse, un cercle, là on va le retrouver. On va retrouver l'équation polaire. On a un repérage polaire, et en fait grâce à ce changement de variable, on va pouvoir écrire le PFD assez simplement, sans passer par l'outil numérique. D'accord? Vous allez voir, ça c'est l'intérêt, c'est une fois qu'on a ça, avec ce changement de variable là, bah, le PFD, savoir somme des forces égale ici masse fois accélération, ça se fait plutôt bien. D'accord? Donc on y va. C'est la question, deuxième et dernière question de ce problème. D'accord. Là, on va poser ici, donc champ newtonien. D'accord. Voilà. Donc là, on pose le PFD. D'accord, tout simplement. On a un champ newtonien en K sur R carré, à savoir masse fois accélération du point M dans R. Donc on donne sous la forme de K sur R carré ER. D'accord. Tout simplement. Voilà. Bon. Pareil.
on reprécise avec U égale 1 sur R, bah, finalement, le K sur R carré, c'est du KU carré. D'accord? C'est du KU carré. D'accord? Voilà. Donc, compte tenu des expressions, donc là, compte tenu de la deuxième formule de Binet, on réécrit le PFD. Donc on aura quoi? Masse fois accélération, donc on aura moins mc carré u carré. On rappelle un c constante des airs, u égale 1 sur r. Dérivée seconde de u par rapport à θ, plus u selon r, j'oublie pas la masse, c'est bon. Ça c'est égal à quoi? C'est égal à k sur r carré, donc ça fait k u carré er. D'accord? Voilà, ce qu'on fait, on projette selon ER. D'accord, on projette le PFD. Donc là directement, attention. Donc le PFD, là je projette selon ER. Et ce que je peux faire également, vous voyez, hop, je simplifie rapidement par U carré. Voilà. D'où, selon ER, ici directement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va isoler cette somme là. On va isoler cette somme qui m'intéresse. Dérivée seconde de U par rapport à θ plus U égale, si je fais ça, je vais diviser par moins mc carré. Donc ça fait moins k sur mc carré. Alors ça c'est pas mal. Bien, alors ça c'est un résultat qui est très important, vous voyez qu'on obtient assez facilement grâce à la deuxième formule de Binet. D'accord. Alors il faut bien comprendre, U égale 1 sur R, d'accord, on a un repérage polaire, Rθ, θ angle polaire. Ici, K, une constante, hein, c'est la constante du champ newtonien. D'accord. La masse ici est constante des airs. D'accord. Donc on a une équation qui est une équation différentielle, d'accord, d'ordre 2. Elle est linéaire, d'accord, à cause constant, il y a second nombre constant. Un second nombre constant. Elle a une particularité, cette équation, c'est qu'elle ressemble ici à une équation type, je dis bien type, oscillateur harmonique. Alors ça, c'est du roman maths. Hein. AY second plus BY égale à C. Hein. AY second plus BY égale à C. A égale 1, B égale 1 et C égale à ceci. D'accord? Là, il faut bien comprendre que la fonction, c'est U. Θ, c'est la variable. Une fois que vous avez compris ça, bah, la solution, par analogie, finalement, d'accord, par linéarité de cette équation différentielle, la solution, vous la connaissez. Hein. La solution, c'est du type oscillateur harmonique, d'accord. Ça vous fait penser à du x point point plus oméga 0 carré x égale à constante, dans la mesure où le oméga 0 carré serait égal à 1. Et ici, on ne dérive pas par rapport au temps, on dérive par rapport à θ. Et la U, c'est ma fonction. Hein, d'accord. Par linéarité, on peut noter que U, d'accord, pour tout θ, c'est une solution particulière, plus la solution de l'équation homogène ici associée. D'accord. Alors, la solution particulière, on regarde, le second nombre, il est constant. Il est sous la forme d'une constante par rapport à θ. Tac. Donc, U, directement, solution particulière. Facile. Hein, moins K sur mc carré. Attention à la solution ici de l'équation homogène associée, qui dépend de θ. Θ, c'est la variable, pour ça j'ai mis bien θ. D'accord, c'est la variable, il n'y a pas de variable temporelle ici, explicite. Alors là, il me faut des constantes. Ouais, c'est une équation d'ordre 2. Donc là, c'est du A cos quelque chose. Donc là, je vais mettre première constante d'intégration, A cos, la variable, sachant que le coefficient ici devant la fonction U est égal à 1. Rappelez-vous, c'est du A cos oméga 0 t plus phi. Là, oméga 0, 1, donc c'est A cos, la variable θ, plus phi, deuxième constante d'intégration. D'accord? Donc je le note, où A et phi sont deux constantes d'intégration qu'on ne va pas chercher à déterminer ici. Hein. D'accord? Soit, finalement, voilà, on a notre solution, U de θ, U de θ qui vaut moins K sur mc carré, plus A cos θ plus phi. D'accord?
nous ce qu'on cherche, c'est, donc là je résous, il faut l'équation polaire. Donc en quoi ça va nous amener à l'équation polaire, la trajectoire. Donc l'équation polaire, la trajectoire, bah, le plus gros du travail est fait. Hein. Formule de Binet pour l'accélération, poste de PFD, changement de variable, une équation différentielle linéaire d'ordre second membre constant, fonction u variable θ, la solution par linéarité, on la connaît, équation polaire, on cherche r de θ. Bon, r de θ, c'est quoi? Hop, on remonte, r de θ c'est 1 sur u, voilà. C'est-à-dire qu'ici, par changement de variable, on rappelle que quoi finalement? On rappelle que finalement r de θ c'est 1 sur u de θ. Voilà. Donc je prends l'inverse de ma solution précédemment étudiée, fonction qui ne s'annule pas. Donc moins k sur mc carré plus a cos θ plus phi. Bon. Et là, bon là, faut le savoir, il faut se ramener à une équation type conique. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, on va s'arranger pour avoir un coefficient unitaire ici. D'accord? Donc, pour avoir un coefficient unitaire au dénominateur, ici, bon, ça c'est lié aux équations polaires des coniques, ça, vous ne pouvez pas deviner. Donc, je multiplie par moins mc carré sur k, numérateur et dénominateur. Donc, moins amc carré sur k, cos θ plus phi. Ok. Et là, voilà, on va identifier. Voilà. C'est que là, il me manquait dans l'énoncé l'identification, ici, à une équation polaire de conique. C'est de la forme, alors, et je le donne dans le cours pour l'ellipse, c'est de la forme P, le paramètre de la conique, 1 plus E cos, alors, θ plus phi. Voilà, donc là, par identification, voilà, où on va faire apparaître le paramètre P. Alors ça, c'est l'équation polaire d'une conique, où, alors de caractéristiques ici, où apparaît le paramètre P de la conique. Alors P, ça sera égal à moins mc carré sur k. Ça, c'est P, c'est le paramètre de la conique. Et ce qui manque également, c'est l'excentricité E. Donc ce qui apparaît devant le cos ici, directement. Voilà. Ici, en moins a mc carré sur k, excentricité, d'accord, de la conique. Je vous rappelle, on a vu dans le cours, hein, pour une ellipse, l'excentricité est inférieure à 1. Pour une ellipse, c'est un état lié, trajectoire bornée. Une excentricité égale à 1, c'est une parabole, état de diffusion. Excentricité supérieure à 1, c'est une hyperbole, également un état de diffusion, trajectoire non bornée. D'accord? Donc pareil, le centre de force ici, O. Ok. Voilà pour cet exo. Donc là, on permet de comparer. Là, vous voyez, on n'admet pas, on retrouve directement. Ça permet de faire quelques petits calculs, changement de variable et de résoudre cette équation différentielle qui est un peu particulière, mais qui, somme toute, doit vous rappeler un certain nombre de choses. D'accord? Bon, voilà pour cet exo numéro 12. J'espère que pour l'instant, vous tenez encore. Sinon, vous mettez sur pause hein, et vous reprenez ce week-end. Il n'y a pas de souci. Allez, on termine cet exo sur Rutherford. Je souhaiterais le terminer avec vous. On l'avait entamé, hein. Je l'ai plus sous la main, mais je crois qu'on était arrivé ici. Ouais, montrer que ce vecteur de Runge-Lenz ici des contenus dans le plan de trajectoire, on avait calculé ceci. Alors, est-ce que je l'ai sous la main? Que je vérifie. Donc, vous également reprenez l'énoncé du TD. Alors, je ne l'ai pas sur moi. Non. Bon, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Alors, ouais, on avait fait ici, donc c'est la fin de l'exercice 13, expérience de Rutherford. Voilà. Alors, je vais commencer à le retrouver pour être sûr. Si, ouais, c'est bon. Il est là. C'est bon, je l'ai retrouvé. Voilà. On s'est arrêté là. D'accord? Au 7 avril, on s'est arrêté ici. Donc là, on a montré que R, hein, V vectoriel 0 plus KER, n'a pas de composante selon Z, donc est bien contenu dans le plan ici X ou Y. D'accord? Donc le plan ER, Eθ. D'accord? Ok? Voilà.
Bon, on a montré également que ce vecteur est une constante, hein, en dérivant ce vecteur R par rapport au temps. Donc on a fait les 3 premières questions, on y va. On enchaîne sur la question numéro 4. Donc question numéro 4. Montrer que là, voilà, alors oui, pas mal. Ouais, en fait là quand même on aborde 3 exos quand même, sont pas évidents. Donc là il faut montrer que, allez on termine par ça, montrer que R carré égale K carré facteur de 1 plus 2 fois l'énergie mécanique sur mk carré fois L0 carré. D'accord? Donc ça, il faut montrer ça. Ok. Donc ici, hein, donc ça c'est le carré, hein, du vecteur. Ici, ça c'est R, vecteur R scalaire R. D'accord? Ça est égal à K carré. Donc la constante ici, rappelez-vous, hein, ça c'est la constante de la force centrale répulsive, l'interaction coulombienne répulsive entre le noyau d'or et la particule alpha. L'énergie mécanique, la particule alpha, sa masse, K carré, L0 carré. D'accord? Ça c'est le carré du moment cinétique de la particule alpha. D'accord? Donc, ici, on va peut-être rappeler, ici, de l'expression vectorielle. Alors, R, je reprends, c'est V vectoriel L0 plus K ER. Bah, ce qu'on va faire, ici, voilà, on évalue déjà directement R carré. Parce que R carré, c'est R scalaire R. Bon. R scalaire R, là, finalement, on aura A plus B carré. A plus B carré, c'est A carré, plus B carré, plus 2AB. Mais attention, dans le 2AB, c'est 2 fois le vecteur A, fois, ici, vecteur B. Ok? Donc voici pour l'expression. Alors on peut peut-être réexprimer, ouais, R carré. Donc on aura le carré du produit vectoriel entre V et L0. Donc ça on peut simplifier, ER scalaire R ça fait 1, donc plus K carré, plus, alors ça on peut pas, tant qu'on l'a pas calculé, 2V vectoriel L0, ouais, scalaire c'est un produit mixte, scalaire KER. D'accord? Voilà. Donc ça, voilà. On le garde. Et là, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer tous les termes. D'accord? Calculer tous les termes, calculer ça déjà, produit scalaire ça. Une fois qu'on a ça, on l'élève au carré. Donc il faut calculer différents termes. Alors, on y va. Alors, le V vectoriel L0. C'est parti. On va calculer ce terme-là. Alors, la vitesse, repérage polaire. R.ER plus R, θ.Eθ. Vectoriel, L0. L0, alors, c'est du mr carré θ.z. Là, je fais gaffe, vous voyez, je veux du L0. Donc, je n'ai pas intérêt à dire que L0, c'est mr carré θ. Tout de suite. Je vais laisser le L0. Donc, ce vecteur moment cinétique de norme L0 est porté par EZ. D'accord? Ok. Alors, j'ai juste rappelé également dessus, j'en ai besoin. Dans la base, je vais noter une fois pour toutes. Ici, ER, Eθ, EZ pour tous mes produits. Là, il y en aura plein, il faut vraiment faire attention. Allez, c'est parti. Le premier terme, ER vectoriel EZ. ER vectoriel EZ, je suis dans le sens négatif, ça me retourne à moins Eθ. Alors j'aurai moins L0, R point. Alors j'écris lentement, et assez distinctement. Moins L0, ici, R point Eθ. Ok, premier terme. Après on aura du Eθ vectoriel EZ, ça fait plus ER. Plus L0, R, θ point EZ. D'accord? Ici, EZ, pardon. ER, j'ai dit. ER. Je dis ER et je marque Z. Donc ça, il faut mettre ici, pardon, un ER. D'accord? Voilà. Donc moins L0 R point ici, Eθ, plus L0 R θ point ici, selon ER.
Bon. Une fois qu'on a ça, on peut élever au carré. J'en ai besoin. Donc, v vectoriel 0 au carré. Alors, ça au carré, ça revient à faire quoi? Alors ici, ouais, j'aurais pu factoriser par L0, c'est vrai, donc j'ai L0. Alors selon R, j'ai du R θ point selon ER, d'accord? Selon Eθ, j'ai du moins R point selon θ. Parce que quand j'élève élevé ça au carré, c'est élever ça au carré. Et élever ça au carré, c'est élever ce produit-là au carré. Donc ça c'est L0 au carré, fois, ben ça c'est du A moins B le tout carré. A carré, R carré, θ point carré, ER carré. ER carré, ça fait 1. R carré, θ point carré. Plus B carré. R point carré, Eθ carré. Eθ carré, ça fait 1. Plus R point carré. Moins 2AB. Bon, ça fait 0, parce qu'on aura ER scalaire Eθ. Ça vaut 0. D'accord? Donc là, bah là, on trouve le fait que le carré du produit vectoriel, ça c'est quelque chose qu'on retrouve, qu'on a pu retrouver d'une autre manière. Bah ça, finalement, on retrouve L0 carré fois V carré. Ça, c'est le carré de la norme du produit vectoriel. Sachant que les vecteurs vitesse L0 sont perpendiculaires, on aura V carré L0 carré fois sinus carré de l'angle entre V et L0. Et l'angle entre V et L0 vaut pi sur 2. Donc on retrouve ceci. D'accord? Voilà. Une fois que j'ai ça, donc j'ai ça, je vais calculer ce terme-là en 2 V vectoriel L0 fois, enfin scalaire KER. Bon. Ça, je dois prendre ceci fois 2 et je prends uniquement un composant selon ER parce que R scalaire θ ça fait 0. Donc il va me rester simplement du 2 ici L0 que cette composante là, hein, d'accord? Donc 2 L0 R θ point, 2 L0 R θ point. Je n'oublie pas le K, d'accord? Voilà. Parce que je projette ici, je prends uniquement un composant selon ER, ER scalaire ER, ça fait 1. Bon, je peux remplacer, d'accord, dans l'expression de R carré. Donc ça c'est l'équation en R carré, elle est ici. Notez équation 1, hein, je n'ai pas encore numéroté mes équations. Donc R carré. Le carré du produit vectoriel, il est où? Il est là. L0 carré, V carré. K carré, il est là. Plus tout ça il est où? Il est là. Plus 2L0 R θ point K. Bon. Alors attention, on demande ici cette forme-là. Ben, je vais factoriser par K carré. On y va. Je factorise par K carré. Donc j'aurai une fois plus ici 2 L0 R θ point. Attention, si je factorise par K carré, je divise uniquement par K. Plus le terme en L0 carré V carré sur K au carré. D'accord? Voilà. Alors ça c'est plutôt mal parce qu'on a K carré facteur de 1 plus quelque chose. Maintenant, ici, vous voyez, il faut faire apparaître un L0 carré sur K carré. Vous voyez, en fait, là, ce terme-là, ça c'est l'énergie mécanique massique, EM sur M, l'énergie mécanique massique. Et en fait, il y a un terme qui apparaît ici, un terme constant. Voilà, ici, je vais mettre en facteur. Volontairement, je vais faire apparaître ici, donc dans R carré. Donc j'explique une nouvelle fois. Donc on a K carré, facteur de 1 plus. Et là, vous voyez, je vais même faire mieux, je vais mettre 2, je vais mettre le 2 aussi. En fait, voilà, je vais mettre le 2 L0 carré sur K carré en facteur, comme ça, j'ai que le terme en énergie massique, énergie mécanique massique. Donc je répète, je vais mettre un 2 L0 carré sur K carré. Alors pourquoi je fais ça? Je sais très bien où je vais. Hein. En fait, en faisant ça, je vais faire apparaître l'énergie mécanique massique. Donc la somme de EC massique et EP massique. Donc je mets 2 L0 carré sur K carré en facteur. Si je fais ça, donc je dis bien 2 L0 carré sur K carré en facteur. Là, qu'est-ce que j'aurai? Premier terme, le Rθ point ne bouge pas. Par contre, je dois avoir que du L0. Forcément, j'ai du L0 carré qui apparaît ici. D'accord? Donc forcément, je dois diviser par L0. Je divise par K carré. Je dois uniquement avoir du 1 sur K. Je divise par du K carré, donc forcément, j'ai du K qui va remonter. Donc K sur K carré, je mets 1 sur K. L0 carré sur L0, je mets du L0 numérateur. Ensuite,
ici, donc là j'avais le 2 également. Par contre, là je n'ai pas ici de 2. Donc il manque un 2. 2 sur 2, ça fait 1. L0 carré est lié. Donc j'ai un terme en V carré qui reste ici. Et puis c'est bon. Et puis c'est très bien. D'accord? Voilà. Alors, on y est presque. Il y a juste ce terme-là qui est un peu plus embêtant. Ce terme-là qu'on peut être réexprimé sur le côté. Voilà. Alors ce terme en R, θ.k sur L0. Alors R θ.k sur L0. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, L0 on connaît. La norme de L0 c'est mr carré θ point. Donc on va écrire sous la forme kr θ point sur mr carré θ point. Ça c'est la norme du moment cinétique. Et vous voyez là ce qui va me rester, je simplifie par θ point, je simplifie par r. Il va me rester du k, la constante hein, ici du champ newtonien répulsif. Il va me rester du k sur mr. Et K sur R, rappelez-vous, ça c'est l'énergie potentielle associée à ce champ de force central newtonien répulsif. Donc là on retrouve en fait EP sur M. Voilà, donc on réécrit R carré. R carré égale K carré. Oups, pardon. Facteur de 1 plus 2L0 carré sur K carré. Là j'ai EP sur M. Bah, ça c'est quoi ça? V carré sur 2. Ça c'est énergie cinétique massique. D'accord? Et ça c'est quoi? C'est énergie mécanique massique. D'accord? Voilà. D'où l'expression. Voilà, on retrouve le fait. Alors là, il fallait bien sûr montrer que et savoir qu'il fallait retrouver à l'intérieur du crochet, de la parenthèse, pardon, une énergie mécanique massique. Donc 1 plus 2L0 carré sur K carré. Et on a un terme en EM, énergie mécanique, sur la masse de la particule alpha. Voilà pour cette question 4, une question qui est relativement complexe, il faut l'avoir vu quand même au moins une fois. Bon. Ensuite, dans un cinquième temps, il faut effectuer au mouvement d'un produit scalaire entre le vecteur de Runge-Lens et le vecteur position pour en déduire l'équation polaire de la trajectoire en désignant par θ l'angle entre les vecteurs R et OM. Ok, let's go, on y va. Donc question numéro 5. Là, on vous dit, voilà, il faut calculer ce produit scalaire entre les vecteurs R, vecteur de Runge-Lens, et vecteur position. D'accord, donc on y va. Donc on calcule le produit scalaire entre les vecteurs ici, vous voyez, Runge-Lens et vecteur position. D'accord. Alors, ça finalement, on connaît l'expression du vecteur de Runge-Lens. Donc ça, c'est du V vectoriel L0, d'accord, plus KER, ça c'est pour R. Scalaire, le vecteur position, d'accord. Le vecteur position, lui, il est en RER. D'accord, RER. Bon, ça, on va développer ici, tac, tac. Donc, ça nous donne V vectoriel L0, scalaire RER, et ici, tout simplement du KR. ER scalaire, ça fait 1. Bon. Bon. Donc, on aura R scalaire OM. Qu'est-ce qu'on obtient? V vectoriel L0, on connaît. Ouais, on connaît son expression. Elle est où? Elle est là au-dessus. Donc je reprends. Donc V vectoriel 0. Donc on aura L0, Rθ point ER, moins R point Eθ, scalaire R ER, plus KR. Ça tombe bien. ER scalaire Eθ 0, ER scalaire ER, ça fait 1. D'accord? Voilà, donc R scalaire OM. On va retrouver du L0. Alors, R carré, θ point, ok, plus KR. Sauf que le R carré θ point, il apparaît également dans la norme de L0. Ouais. Donc, avec, on rappelle, ici, L0, il est donné par M, R carré,
θ point. C'est-à-dire que, finalement, également, le produit en R carré θ point, c'est L0 sur M. C'est-à-dire que le produit scalaire, R scalaire en M, ça nous donne L0 carré sur M, plus KR. Voilà, première expression du produit scalaire R O M. Avec ça, il faut en déduire l'équation de trajectoire R de θ, sachant que θ, c'est l'angle entre les vecteurs R et OM. Bah, là, il y a du R. Ok, mais là, ce qu'il faut, c'est voilà, expliciter le produit scalaire. Donc, également, rajouter, je marque 2 plus. Par définition, ici, voilà, d'un produit scalaire, R scalaire OM, bah, c'est quoi ça? Bah, ça, c'est la norme du premier vecteur. Alors, je note R. R, norme du vecteur R. Bien. Après, je notais norme du vecteur position, ce sera R. D'accord? Norme du vecteur position fois le cos de l'angle entre R et OM. Et bien ça, par définition, ça c'est θ. Donc on a RR cos θ. Donc on a deux expressions du produit scalaire. Bilan. Bon, on a le fait que R cos θ égale L0 carré sur M plus KR. Voilà. Moi, je vais exprimer R en fonction de θ, donc avoir R de θ, l'équation polaire de la trajectoire. Donc j'isole R. R est fonction de quoi? On aura du R cos θ, R cos θ moins K, égale L0 carré sur M. Ouais. C'est-à-dire que finalement, on va avoir R, on isole R, là on peut le faire, on aura L0 carré sur M, divisé par grand R cos θ moins K. Ouais. Alors, pareil, ce qu'on va faire ici, donc on a moins K plus R cos θ. Ici, ouais, oui. Alors, on demande sous la forme, alors là, vous voyez, là, ouais, en fait, ça dépend du foyer sur lequel vous définissez. Ouais, c'est un peu plus complexe. Vous voyez là, on vous demande du P sur 1, moins 1 plus E cos θ. Voilà, il y a un moins. D'accord, c'est par rapport ici au foyer de la conique. Bon, bref. Là, on vous la donne et c'est bien. Donc là, il faut faire apparaître un moins 1. Le moins 1, il faut faire apparaître en divisant par K les deux membres, enfin, les numérateurs et dénominateurs. Donc, c'est-à-dire, finalement, on aura, vous voyez, donc je vais faire apparaître du moins 1. On demande de faire apparaître du moins 1. Donc, on aura L0 carré sur MK. Si je fais ça, j'aurai du moins 1. Ok. Et on aura plus R sur K cos θ. Mais R, je connais. R, c'est la norme de... c'est la norme du vecteur de Röntgen. En fait, c'est la racine carrée de tout ça. Là, c'est le carré de la norme. Donc là, ce que je vais faire, j'ai les deux à l'écran, super. Donc le numérateur ne change pas. On a L0 carré sur MK divisé. Ah oui, c'est un bon exo quand même. Hein. On va dans les exos quand même un peu plus calculatoires. Ça change des questions de type court hein, quand même. Donc on aura moins 1 plus... alors là, R sur K. Ouais. Donc je divise par K la racine carrée de tout ça. Donc j'aurai K sur K, ça fait 1. Par contre, j'aurai la racine carrée de tout mon crochet. Donc de 1. Je me trompe pas, ouais. Plus de L0 carré sur K carré. Énergie mécanique massique. Et j'oublie pas mon cos θ. Vous voyez, j'ai oublié mon cos θ fois le cos θ qui apparaît ici. Et ça, c'est bien de la forme P sur moins 1 plus E cos θ. D'accord? Voilà. Et ça permet d'identifier ici, voilà, le paramètre et l'excentricité. D'accord? Donc là, avec ici, bah, le paramètre P, c'est L0 carré sur MK, paramètre ici de la conique étudiée. Et ensuite, l'excentricité, c'est tout ce qui est devant le cos, bah, c'est la racine carrée. D'accord? Racine carrée de 1 plus de L0 carré sur K carré. Énergie mécanique rapportée à la masse de la particule alpha. Voilà. Donc là,
équation polaire d'une conique qu'on doit vous donner. Vous voyez, on donne dans l'énoncé l'équation polaire, ça dépend de la convention, vous voyez le plus ou moins 1 là, moins 1 on le donne ici, ça c'est plus au programme, hein. Donc équation polaire d'une conique, P et E, d'accord, pour ici faire apparaître voilà, les grandeurs que l'on vous demande. C'est la question numéro 6 d'ailleurs. Ouais. Exprimer le paramètre P, l'excentricité E de la conique en fonction de MK L0 EM. D'accord. Voilà. Pour cette question, il en reste une, je regarde le temps, je surveille le temps, faut pas trop déborder. Bon après tant pis, on veut me faire l'exo et après vous me mettrez sur pause, c'est pas, vous finirez ce week-end ou pendant les vacances, c'est pas gênant. Il faut un exo qu'il faut digérer. On termine par la question numéro 6, on regarde ensemble. Non, 7ème d'ailleurs, c'est la 7ème question, pardon. J'ai oublié un numéro de question. Alors la particule alpha, vous voyez, elle est là. Incidente de masse m et de charge q égale à 2e est mise à l'infini, avec une vitesse initiale v0 selon ex. Elle se dirige vers le centre de force O répulsif de charge q égale à z2. Sous l'effet de la force colombienne impulsive, la particule subit ici une trajectoire ici hyperbolique, et elle est repérée cette branche hyperbole par l'angle de déviation grand D. C'est l'angle entre la direction incidente et la direction portée par le vecteur petit u. La distance entre le support et la vitesse initiale, v0, en fait la vitesse quand elle est infiniment éloignée, l'infini avant, d'accord, l'infini après, avant répulsion, après répulsion on va dire. La distance entre le support de vitesse initiale et la droite passant par O par la v0, c'est b, le paramètre d'impact qu'on retrouve. En écrivant la conservation du vecteur de Runge-Lens, loin avant et loin après la zone d'interaction, c'est complexe, établir l'expression de l'angle de déviation d, angle orienté entre EX et U. D'accord, l'angle entre EX et U, donné par tangente d sur 2 égale z2 carré sur 2 pi epsilon 0 mbv0 carré. Bon, beau programme, d'accord. Ici, on vous guide pour déterminer l'angle de diffusion, grand D, sous la forme tangente d sur 2. Allez, on y va, on attaque sur cette 7ème question. D'accord, donc j'ai oublié un petit numéro. La question au passage dans l'énoncé, c'est pas grave. Donc on veut l'angle ici de diffusion. Alors l'angle de diffusion grand D. Voilà. Alors là, on laisse guider par l'énoncé. Il faut traduire la conservation de ce vecteur de Runge-Lens, loin avant et loin après. Bon, on y va. Donc on y va, loin avant, ici, l'interaction. Ici, répulsive. Voilà. Donc loin avant, pareil, on va évaluer ce vecteur. Alors là, je vais mettre des indices. On va noter 0, tout ce qui se passe loin avant, et 1, tout ce qui se passe loin après. Alors, loin avant, on va évaluer le vecteur de Runge-Lens. On dit qu'il se conserve, oui. En effet, c'est une constante du mouvement, donc on l'évalue bien avant et bien après l'interaction. Donc on note R0, indice 0. Donc c'est la vitesse loin avant, V0, ça concorde avec la donnée d'énoncé en plus. Vectoriel L0, d'accord, loin avant. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on dit, allez, AT égale à 0, on dit également, ouais, vitesse initiale. Donc je peux mettre T égale à 0 plus, voilà, K, ER. Maintenant, il faut réécrire. Ici, voilà, expliciter chaque terme de ce vecteur R0, vecteur de Runge-Lens, loin avant l'interaction, ce qu'on a montré, rappelez-vous dans la question 2, que ce vecteur était constant à tout instant. Alors, loin avant, sur V0, il n'y a aucune ambiguïté, la vitesse initiale est donnée par V0 selon X, loin avant l'interaction. La particule alpha, ici, elle est infiniment éloignée du noyau chargé positivement, donc là, il n'y a pas de souci, la donnée est triviale. Le vecteur moment cinétique, d'accord, donc écrit comme ceci. Donc on aura O, alors je vais noter OM0, vecteur position lorsque la particule est loin avant. Donc c'est très important, il faut vraiment mettre en évidence ce loin avant et ce loin après. Vectoriel MV0. Par contre, OM0, il faut regarder le schéma et faire apparaître le paramètre d'impact. Mais en fait, ça c'est classique. Voilà, ça c'est le point M0, parce qu'il est infiniment éloigné. Alors OM0, c'est OH, d'accord, plus HMO. Vectoriel à vitesse, en fait, OH, ça sera du B selon EY. Et en fait, HMO, ça veut dire que HMO est selon moins EX. D'accord, donc OH plus HMO, c'est BEY moins HMO selon EX. D'accord, pour la relation de Chasles. Donc je réécris quand même. Donc là, on a OH plus HMO. D'accord,
vectoriel M V0. Ça, c'est B. Alors, ça fait apparaître le paramètre d'impact, B selon Y, moins H MO selon X. Pas besoin d'expliciter HMO. Pourquoi? Parce qu'on effectue le produit vectoriel avec MV0 selon X. Voilà. EX, vectoriel EX, va nous donner ici le vecteur ici nul. Et là, on obtient quoi? Donc on aura EY vectoriel EX dans la base ici cartésienne. On aura ici, donc attention, je vais réécrire peut-être, on aura besoin EX, EY, EZ. Donc là, EY vectoriel EX, ça fait moins EZ. D'accord? Donc moins, voilà. N'oubliez pas, MBV0 selon EZ. On vérifie, tout est constant. Donc on verrait bien que ce vecteur moment cinétique émet une constante vecteur. Et on connaît sa valeur. C'est-à-dire qu'à tout instant, le moment cinétique, la particule alpha, il est constant et pendant cette valeur-là. Rappelez-vous, ça on l'avait évalué pour la distance minimale d'approche d'un astéroïde. D'accord? Bon. Et on vérifie la cohérence du résultat, l'homogénéité. On a bien du M, L T-1, L. Donc on a du M, L carré T-1. Donc c'est bien homogène, il n'y a pas de souci. Je peux noter en dessous. Dimension du moment cinétique, c'est bien ici du M, L carré T-1. ML carré T-1. Bon. J'ai tout dit sauf... Ah ouais, KER. Ah oui, KER. KER. Alors là, il faut le réécrire ici. C'est-à-dire que le vecteur interradial, il faut l'exprimer. En fait, loin de l'interaction. En fait, quand on est loin de l'interaction, il faut regarder le schéma. Avec cet angle θ. C'est-à-dire que voilà, là, on est... Voilà, une situation... Ici dans la zone d'interaction, le point M, vraiment, ici on est dans la zone d'interaction assez complexe. Θ c'est l'angle orienté entre EX et ER. Dites-vous bien que finalement, ici, on peut projeter, il y a une relation entre ER et EX. Là je pense que tout le monde voit que EX, d'accord, EX c'est quoi? C'est ER cos θ. D'accord? Si vous ne le voyez pas, vous pouvez prendre ici voilà, une autre configuration qui peut vous aider. C'est-à-dire que là, quand vous placez... Vous mettez un X comme ceci, voilà, voilà, ça va être plus simple pour vous si je fais ça, voilà. Alors là, ça c'est une configuration, vous voyez, où ER, d'accord, et collinaire, d'accord, et confondu avec U. Ben là, vous voyez bien, il n'y a pas de souci, que EX égale ER cos θ. Donc là, je vais noter ici EX égale ER cos θ. Alors ça me permet en fait de faire ici une expression lorsqu'on est à l'infini avant. Donc on est loin avant l'interaction. Lorsqu'on est loin avant l'interaction, cet angle θ, on va regarder le schéma, cet angle θ, vous voyez, ici, loin avant l'interaction, le vecteur position, il serait très très loin, infiniment éloigné, et θ va tendre vers pi. Si θ va tendre vers pi, loin de l'interaction, et bien se dire que Ex égale moins ER. D'accord? Donc loin de l'interaction, loin avant l'interaction, qu'est-ce que l'on a? On a le fait que θ tend vers pi. D'accord? Lorsque, bien évidemment, ici, bon, pas besoin de le mettre, je dis loin avant l'interaction. Hop. Et dans ce cas-là, ici, voilà, on aura environ égal à moins ER. C'est-à-dire qu'ici, le K, ER devient moins K selon X, loin avant l'interaction. D'accord? Votre angle θ ici, vous voyez, tend vers pi radian. Donc là, on voit bien que ER est rabattu sur l'horizontale. Et donc, ici, il y a un vecteur unitaire de même norme, même direction et des sens opposés. Physiquement. D'accord? Voilà. Et là, une fois qu'on a ça, loin avant l'interaction, voilà, d'où ce vecteur de Runge-Lens loin avant l'interaction. On résume, on a V0 selon X, vectoriel, alors vectoriel moins MBV0 selon EZ, d'accord, ok, moins KX, vous voyez, tous les produits vectoriels vont être effectués dans la base ici cartésienne, d'accord, donc on aura EX vectoriel EZ moins EY, avec un moins ici ça fait plus EY, donc on aura MBV0 carré EY moins K selon X. Ok.
Alors ça, je garde. Là, je viens d'évaluer le vecteur de Runge-Lens loin avant l'interaction répulsive. Et on vérifie bien que ce vecteur de Runge-Lens, en fait, c'est cohérent, il appartient bien au plan, ici, x ou y, de la trajectoire. D'accord? Voilà. Bah, sérieusement qu'on a mené loin avant l'interaction répulsive, on effectue la même chose, mais loin après. Donc loin après l'interaction répulsive. Pareil, on va évaluer, non pas des indices 0, mais des indices 1. Donc on était l'indice 1, on sera loin après. Donc c'est-à-dire que le vecteur de Runge-Lens, R1, bah, sera égal à quoi? À V1, vectoriel ici L0. Alors L0, je peux donner le même L0, parce qu'il se conserve. Plus, pareil, KER, ici, avec, on évalue plusieurs choses. Alors, V1, bah, la vitesse V1, loin après, ici, l'interaction. Bah, la vitesse ici, V1, elle sera portée, on regarde le schéma, bah, loin l'interaction, vous voyez, portée par le vecteur unitaire U. D'accord? Donc ça sera V1, portée selon U. Mais U, pareil. Ici, il faut déterminer son expression. D'accord? U, sur le schéma, on va projeter dans la base cartésienne. Regardez, U, il est là. D'accord? On a l'angle de déviation D qui apparaît. On a la base cartésienne, ici, EX, EY. Donc U, on y va selon EX, ça fait cos DEX. Et sinus D selon EY. Donc, voilà, expression du vecteur unitaire U dans la base cartésienne. U égale cos D EX plus sinus D EY. D'accord? Ensuite, bah, U, c'est également un vert en fait. D'accord? Loin de l'interaction. Regardez, loin de l'interaction. Prenez ici infiniment loin, vecteur position, ici, sur la branche hyperbole. D'accord? Bien sûr, il faut prolonger, prolonger la branche d'hyperbole infiniment loin. Vous voyez le vecteur unitaire ER, en fait, voilà, comme ceci. Prolonger la branche hyperbole comme ceci. Voilà. Et bien, ce vecteur unitaire ER aura le même sens, même direction, même longueur que le vecteur unitaire U, mais loin après l'interaction. On y va. Donc une fois qu'on a tout ça, je vérifie, on peut calculer. Ici, l'expression vectorielle du vecteur de Runge-Lens, ici, loin après l'interaction. Donc on aura V1, V1U. Mais V1U, ça fait V1 cos D EX plus V1 sinus D EY. D'accord, ça c'est V1U. Donc vecteur V1. Produit vectoriel. L0. L0, L0, où es-tu? Où es-tu? Là. Moins MB V0 EZ. Moins MB V0 EZ. Plus KER. Donc plus KU. Et je mets tout dans la base cartésienne. Donc K cos D EX plus sin D EY. Ok. Alors ça pareil. Ça c'est... je rajoute un par conservation du moment cinétique de la particule alpha par rapport au centre de force. D'accord? Donc, à tout instant, le vecteur moment cinétique, soit loin avant, loin après, aura la même expression. On y va. Alors ici, pareil, produit vectoriel, EX vectoriel EZ, ça va me retourner ici, voilà, directement à moins EY. D'accord? Donc EX vectoriel EZ moins EY, avec un moins qui est là, ça fait plus. Donc on aura plus. Alors attention ici. MBV0V1, on a un produit des vitesses qui va apparaître. Donc on y va. On n'oublie rien. MB, V0, V1, cos D. Premier terme selon EY. Ça fois ça. Ça fois ça. Ensuite, EY vectoriel EZ. EY vectoriel EZ plus EX. Avec un moins. Attention, il y aura moins EX. Donc, moins MB, V0, V1, sinus D. D'accord? Selon EX. Plus, bon là je développe le K. K cos dx plus K sinus D EY. Ouais, on rassemble tout ce qu'on peut ici. Donc composante selon EX. Selon EX, on aura ici du K cos D. K cos D moins MB V0 V1 sinus D
selon EY, K sinus D, plus MB V0 V1 cos D. J'oublie mon vecteur, je le dis, mais j'oublie, pardon, noter ici, pardon, EX, et noter ici EY. Voilà. Expression du vecteur de Runge-Lens loin après l'interaction dans la base cartésienne. Donc également un contenu, on le voit bien dans le plan de la trajectoire XY. Bon. Ouais, mais là, ce qui me gêne, c'est que voilà, il faut exprimer l'angle D, d'accord, en fonction de K, différents paramètres, les masses, paramètres d'impact. C'est que, vous voyez là, j'ai des produits de vitesse V0, V1. Là, j'ai un V0 carré qui intervient. J'ai pas d'info. Directement, en fait, l'info, là, il faut aller la rechercher. Parce que dans l'expression donnée par l'énoncé, il n'y a pas de vitesse, un V0, V1 qui interviennent. Ce qu'il faut, c'est également, c'est traduire la conservation de l'énergie mécanique, loin avant, loin après l'interaction. Donc là, on va, voilà, ça, c'est pas dit, mais il faut le faire. Il faut traduire la conservation de l'énergie mécanique loin avant et loin après l'interaction. Troisième chose, pour cette question quand même assez complexe. Alors, c'est-à-dire que l'énergie mécanique, voilà, j'ai noté que le point M0, infiniment loin avant l'interaction, elle se retrouve infiniment loin après, loin avant, loin après. D'accord? Voilà. Ça, j'explicite. Une somme d'énergie cinétique et énergie potentielle. Énergie potentielle, attention, coulombienne, répulsive. D'accord? Donc on aura EC M0 plus EP M0. D'accord? Infiniment loin avant. C'est égal à l'énergie cinétique ici, infiniment loin après. Plus énergie potentielle, infiniment loin après. Voilà. Par convention, infiniment loin avant ou infiniment loin après, les énergies potentielles ici tendent ici vers 0, puisque R tend vers plus l'infini. Donc ça tend vers 0. Que ce soit infiniment loin avant ou infiniment loin après, c'est terminé. C'est-à-dire que l'énergie cinétique infiniment loin avant se retrouve infiniment loin après. C'est-à-dire qu'en fait, les vitesses sont égales. Voilà. Donc ça, il fallait y penser pour montrer le fait que la vitesse, ici, voilà, infiniment loin avant se retrouve infiniment loin après. D'accord? Ça, c'est l'énergie potentielle coulombienne en K sur R. Forcément, elle tend vers 0 quand R tend vers plus l'infini. D'accord? Voilà, une fois qu'on a ça, bilan, on va rassembler les équations. Donc, bilan de notre étude. Alors, bilan de notre étude. Alors, on a deux équations ici. Alors, les équations scalaires, on a la première ici, finalement, là qu'on va identifier le vecteur Runge-Lens étant constant, on va identifier les composantes selon x et selon y. Donc on va dire que cette composante ici, selon ici un moins k égale à ça, et mbv0 carré égale à ça. D'accord? Donc là, on va identifier directement. Donc on y va, on va noter le fait que, je remonte, pardon, on aura moins k égale k cos d moins mb, mais v0, v1, ici c'est la même chose, donc je note v0 carré, donc ce que je change, je vais mettre en rouge, v0 carré, sinus d, ça c'est égalité des composantes selon ex, et selon ey, on aura mb v0 carré, d'accord, égal à du k sinus d plus mb, pareil, produit v0, v1, j'écris comme v0 carré, là ce sera du cos d, d'accord, donc équation 2, équation 3, où je réécris un v1 égale v0, d'accord. Bon, on y est presque, l'équation qu'il faut exploiter, c'est l'équation 2. Ouais, l'équation 2, d'accord, directement, puisque elle va nous donner, donc on peut mettre k en facteur, donc k facteur de quoi? Alors k facteur de 1 plus cos d, d'accord, lui à droite, lui à gauche, égale mbv0 carré sinus d. Bon, voilà, ça j'encadre, d'accord, et je numérote cette équation, équation numéro 4. Rassurez-vous, c'est bientôt fini. Ah, 1h10 quand même.
Ouais, je suis lancé là. Enfin, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de sonnerie, donc bon, bref. Pareil, en mettant en pause, si vous avez lâché un temps, vous reprenez après. Donc là, ce qu'il faut, c'est pas du cos D ni du sinus D. En plus, on vous donne, attendez, c'est plus subtil que ça. Hein. C'est plus filou. Hein. On vous demande du tangente D sur 2. Hein. Alors, le Z2 carré sur 2 pi epsilon 0, ça c'est quoi? Ça c'est K. C'est la constante K. K c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 QQ'. Hein. C'est pas gênant. Par contre, c'est le cos D, le sin D. Bon, comment faire? Monsieur Bosch, est-ce qu'il a Monsieur Bosch? Non, Monsieur Bosch, il n'est pas présent, mais j'ai son formulaire de trigo. Comment on va faire? Alors, grâce au formulaire de trigo de Monsieur Bosch, on va ici remplacer ici le 1 plus cos D. D'accord? 1 plus cos D. D'accord? Grâce à la relation, rappelez-vous, vous la connaissez hein, ici, j'espère, 1 plus cos de 2A. D'accord? C'est 2 cos carré A. Alors, je vais peut-être l'écrire quand même. On va prendre une autre feuille. Est-ce qu'il m'en reste des feuilles? Ouais, on écrit beaucoup quand même. Alors, allez, il en reste une là. Donc, je vais réécrire deux choses. La relation 4. Donc, K. Facteur de 1 plus cos D. Il y a mon voisin qui taille ça. Ouais, après, moi, je tombe ma pelouse. Égale M B V0 carré. J'ai du boulot. Sinus D. D'accord, voilà, ça c'est l'équation numéro 4. Et après, on va utiliser les formules de trigo. Ici, voilà, ou le formulaire de trigo de Monsieur Bosch. Rappelez-vous le cadeau qu'il m'a offert en cours d'année. Formulaire de trigo de Monsieur Bosch. Alors, formule de trigo, ici, rappelez-vous, il y en a deux que je vais prendre. C'est 1 plus cos 2A. Ça, c'est 2 cos carré A. La première. La seconde, donc ça me permet de réécrire 1 plus cos D. Et l'écrire sous la forme 2 cos carré D sur 2. La seconde, c'est le sinus de 2A. Ouais. En fait, 2A égale à D. A égale D sur 2. Ça sera du 2 sinus A. Ça, c'est un sinus. 2 fois sinus A fois le cosinus A. D'accord? Et en fait, donc ce formulaire ici, ça permet de réécrire ici l'équation numéro 4. Donc j'aurai K ici fois donc 1 plus cos D, ça va me donner 2 cos carré. Donc 2 cos carré D sur 2. Ici, donc 2 cos carré D sur 2. Ça va? D'accord? 2A. 2A égale à D. A égale D sur 2. Pour les deux cas. Égale, ici, M B V0 carré. On aura du 2. Donc fois 2. Ouais. Sinus. Pareil. A c'est D sur 2. Tac, tac. Et ben voilà. Pourquoi voilà? Un cos ici D sur 2. Un cos D sur 2 ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va isoler le sinus tangente sinus D sur 2 sur cosinus D sur 2. Donc on fera apparaître la tangente D sur 2. Voilà, tangente D sur 2, je l'ai comment? Ici en divisant ce membre de droite par cosinus D sur 2. Donc il va me rester, alors je simplifie par 2 également, j'ai oublié, pardon. Il va me rester K au numérateur, K, et je divise forcément par M, B, V0 carré. D'accord? Alors K c'est quoi? Bah, K c'est la constante de l'interaction répulsive. Ici, l'interaction coulombienne répulsive. Donc c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. D'accord? Donc c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. QQ', Q ici, Q', ZE carré. D'accord? Alors, non, attends. 2E, pardon, 2E. C'est marqué, ouais. Q égale 2E. Donc je vais marquer un Q. Là, on note un grand Q également. D'accord? M, B, V0 carré. Q, pardon, égale 2E. Et grand Q égale grand ZE. Voilà, on y arrive. Donc finalement, on aura du ZE carré. 2 ici au numérateur, on aura du 2 pi epsilon 0 au dénominateur. M, B, V0 carré. Et c'est fini. Ouais, bien. Wow, c'est ça qu'il faut trouver. Z au carré sur 2 pi epsilon 0, MB, V0 carré. Voilà, 1h14, ouais, quand même, de vidéo. Mais plus la précédente sur le satellite, qui malheureusement a coupé en fin de cette correction d'exercice.
Voilà, donc voilà pour les exos, on a tout fait sauf le 5, bah, c'est déjà pas mal, vous voyez on a quand même fait 12 exos en même pas une semaine de temps sur les forces centrales. À cela va s'ajouter durant les vacances des exos dont la correction je mettrai régulièrement sur internet, hein. Je ne demande pas de DM, hein. Surtout pas, je ne demande pas de faire un DM pour vacances. Ce que je compte sur vous sur, c'est faire régulièrement certains exos, voilà, entamer ici la résolution et je vous apporte la correction totale comme je viens de faire. Ici avec vous sur des vidéos régulièrement postées. D'accord. Allez, j'espère que vous aurez le temps aussi, qu'on a le temps de discuter un tout petit peu sur Discord pour établir un petit planning, hein, ici, savoir à quel jour je place mes vidéos sur YouTube. D'accord. Voilà pour moi, voilà pour cette dernière séance de cours et d'exo avant les vacances. Voilà, en tout cas, profitez bien de ces vacances pour bien vous reposer. Allez, à tout de suite.